Philippe Vigier pour le groupe Liberté et Territoires. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous me permettrez d'abord d'avoir une pensée pour les familles des victimes des attentats de Strasbourg, dire notre confiance dans les forces de l'ordre pour arrêter ce terroriste, avoir une affection pour le personnel soignant et une pensée également pour ce gilet jaune qui a perdu la vie ce matin. Monsieur le Premier ministre, la colère était sourde. Elle vient d'exploser dans un fracas assourdissant. Elle a fait remonter à la surface d'un jaillissement soudain, désordonné, ce qui était subi en silence depuis trop longtemps. Sur les ronds-points, dans nos villes, dans nos villages, dans nos campagnes, ces hommes et ces femmes en gilets jaunes parlent tous du sentiment de ne compter pour rien, de mener une existence sans perspective, d'être assignés à résidence et de voir au loin le monde avancer sans eux. Dans ces rassemblements inédits, spontanés, chaque histoire personnelle est racontée avec émotion. Chaque récit de ces vies faites de sacrifices est comme un miroir tendu à la souffrance de l'autre. Car ce cri de colère est avant tout l'expression d'une souffrance, celle de la France périphérique, très bien décrite par Christophe Juilly, que nous voyons toutes et tous dans nos territoires. Nous voyons dans nos territoires une France qui courbe l'échine, avec pudeur, dignité, sous le poids des devoirs, des impôts, de l'ingratitude et des humiliations qu'elle a subies. Nous voyons une France qui travaille, mais qui ne s'en sort pas, qui compte chaque sou et dont les fins de mois commencent toujours plus tôt. Des hommes et des femmes qui vivent avec l'angoisse du fric Covid et croulent sous les factures et les dettes. Ils ont le sentiment de vivre moins bien que leurs parents et n'arrivent plus à se persuader que l'avenir de leurs enfants sera meilleur, auquel ils n'ont même plus les moyens d'offrir des joies simples. Nous voyons des mères seules qui, malgré leur courage et leurs 2 boulots, n'ont plus les moyens de faire garder les enfants. Nous rencontrons chaque jour des familles que de licenciements brutaux ont brisés ou qui vivent dans la hantise du chômage et la peur du déclassement. Nous accueillons dans nos permanences des personnes retraitées qui nous disent la gorge nouée, les yeux embués, qu'ils n'y arrivent plus et qu'il ne reste rien du fruit du travail de toute une vie. Nous voyons enfin des territoires laissés à l'abandon, dont les tissus industriels sont souvent exsangues, des territoires dont les habitants sont confrontés aux pires difficultés en matière d'accès aux services publics, aux soins, aux transports, à la téléphonie mobile, et ces fractures se sont même aggravées. Ils sont parfois venus y habiter car ils n'avaient pas le choix et voient avec fatalité des métropoles concentrer toujours plus de richesses et les services publics déserter leur territoire. Ils sont saisis par la crainte de basculer dans l'oubli, de voir leur mode de vie s'éteindre, d'être comme effacés par l'histoire. Non, Monsieur le Premier ministre, nous ne nous étions pas lâchement habitués à cette souffrance des plus fragiles, comme l'a dit le Président de la République. Beaucoup de parlementaires, sur tous ces bancs, et en particulier au sein du groupe Liberté et Territoires, n'ont cessé de vous dire depuis 18 mois que nous voyons une France qui demande à être écoutée et respectée. Oui, écoutée et respectée. Car elle n'entend plus rien de nos discours, qu'un lointain brouhaha persuadé que nous ne parlons plus que de nous et pour nous. Comment d'ailleurs lui donner tort? D'un côté, la frénésie des petites phrases, le tumulte des querelles politiciennes, grossi par la loupe médiatique, enfiévré par l'instantanéité des réseaux sociaux et des chaînes d'infos, et les élites qui, dans les salons parisiens, expliquent ce qu'il est bon de penser. De l'autre, la vie quotidienne des Français, la réalité crue, sans phare, celle de la peur d'être broyés par la marche implacable de la mondialisation. Jamais, jamais le fossé n'a été aussi grand et il s'est creusé élection après élection, comme le montre la progression de l'abstention. Il s'est creusé jusqu'à l'écœurement, jusqu'à se muer en une profonde crise démocratique et à faire émerger des aspirations nouvelles, souvent légitimes, portées par les Gilets jaunes. Légitimes car jamais la France n'a jamais autant souffert du sentiment lancinant que ceux qui exigent d'eux tant d'efforts s'accordent entre eux faveur et largesse. Jamais, mes chers collègues, notre légitimité à parler pour celles et ceux que nous représentons n'aura été autant contestée. Oui, nous donnons aujourd'hui le sentiment de parler au nom d'une France qui ne croit plus en nous, qui a même cessé de se demander depuis longtemps ce que nous pouvions faire pour elle. À cela s'ajoute
le sentiment que l'Europe est naïve, qu'elle ne protège pas, voire même qu'elle est imprudemment ouverte au vent de la mondialisation, le sentiment que l'État pèse sur nos vies avec une bureaucratie tatillonne, une complexité toujours plus grande, le sentiment que les élus locaux n'ont plus de moyens d'agir et qu'ils ne font plus que gérer la pénurie. Aussi, Monsieur le Premier ministre, dans ce climat de défiance inédit, dans ce moment historique, notre groupe considère que la motion de censure sur laquelle notre Assemblée est aujourd'hui amenée à se prononcer est d'une importance solennelle. Elle soulève, à nos yeux, une question fondamentale qui exige de chacune et chacun d'entre nous que nous sortions des postures et que nous regardions la situation avec honnêteté et lucidité. L'actuelle majorité est-elle responsable de la crise actuelle? Au groupe Liberté et Territoires, nous considérons que les racines de cette crise sont en vérité extrêmement profondes. Il y a aux origines de la colère qui s'exprime dans le pays, un ressenti social malheureusement étouffé depuis plus de 40 ans. Il y a aussi le malaise d'hommes et de femmes qui ne trouvent plus leur place dans le monde actuel, auquel fait écho le sentiment d'abandon de celles et ceux qui vivent dans les territoires isolés, qu'ils ce soit les banlieues, les campagnes, les territoires ultramarins, montagnards ou insulaires. Il y a enfin la fatigue, la lassitude, la défiance d'un pays qu'alternance après alternance, majorités qui se sont succédées, qui ont éreinté par leurs errements, leurs renoncements, leur manque de courage et souvent leurs mensonges. Nous avons par conséquent une forme de responsabilité collective qui doit toutes et tous nous appeler à l'humilité et à la responsabilité. À cet égard, je dis avec force que l'actuelle majorité, Monsieur le Premier ministre, ne saurait être tenue pour responsable de ces 40 années de défaillance collective et que le devoir d'honnêteté aurait dû conduire ceux qui ont déposé cette motion de censure à le dire plus clairement. Cette motion, dont nous savons qu'elle ne sera pas adoptée, soulève une autre question fondamentale. Quelle est son utilité pour la vie quotidienne des Français? Je vois parfaitement l'utilité de cette motion pour Jean-Luc Mélenchon, qui s'offre une tribune politicienne dans sa croisade contre les institutions, dont il s'est pourtant accommodé dans la vie politique. J'en vois l'intérêt pour une majorité hors sol, à la recherche d'un second souffle, qui pourra nous expliquer doctement que non, elle ne s'est pas trompée, qu'elle n'est pas allée suffisamment loin et pas suffisamment vite. En revanche, je n'arrive pas à voir à quoi elle servira pour les Français, que vous transformez malheureusement en figurant d'un spectacle aussi bruyant que fut-il. Je crois que ce spectacle est d'autant plus désolant que la France vit actuellement, à cette heure, une tragédie à Strasbourg et que les circonstances auraient dû imposer un moment d'apaisement national. Enfin, notre groupe considère qu'une motion de censure n'est pas adaptée à la crise actuelle. Il faut un changement de cap pour apporter des réponses fortes à la question sociale et à la question territoriale. Aussi, vous l'avez compris, Monsieur le Premier ministre, nous ne voterons pas cette motion de censure. Pour autant, nous vous disons avec la plus grande des clartés, notre abstention en aucun cas n'est un blanc-seing. En aucun cas c'est un blanc-seing à la politique du Président de la République et à cette majorité qui a aggravé les souffrances du pays. Oui, la politique que vous menez depuis 18 mois a laissé sur le bord du chemin les plus fragiles, en privilégiant l'allègement de la fiscalité sur le capital au détriment du pouvoir d'achat des classes moyennes et des plus modestes et de l'indispensable solidarité à l'égard des plus faibles. Oui, vous avez agi comme si la France était une start-up, l'Élysée un conseil d'administration et privilégié des logiques de performance et de comptabilité, alors que vous auriez davantage dû soutenir nos savoir-faire, qu'ils soient industriels, agricoles, artisanaux. Oui, depuis 18 mois, vous avez opposé l'arrogance et les mépris du nouveau monde à la désespérance des Français. Mais, Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas que des gens qui sont rien. Il y a uniquement le peuple, orphelin, pauvre, intelligent et fort, placé très bas et aspirant très haut, comme l'écrivait Victor Hugo. Depuis 18 mois, vous avez considérablement aggravé la fracture territoriale, en donnant les clés de la France à la technostructure, en faisant en sorte que les décisions prises de Paris, par Paris, pour Paris, en méprisant le Parlement, les corps intermédiaires et les territoires, et les élus qui les représentent et qui se battent au quotidien,
pour faire face au désengagement de l'État. Le président a souhaité répondre à la crise que sa politique a amplifiée en s'adressant lundi à la nation. Il a fait son mea culpa, nous lui en donnons acte. Il a également décrété l'état d'urgence économique et sociale, ce que nous saluons, même si nous estimons que cette réaction était tardive. Nous reconnaissons qu'il a apporté des réponses significatives sur la question du pouvoir d'achat, réclamée de longue date par notre groupe, même si nous avons des interrogations importantes sur les contours du dispositif prévu pour leur financement. On aurait souhaité augmenter davantage les bas salaires en supprimant l'intégralité des cotisations salariales, j'ai eu l'occasion de vous le dire, pour les salaires au niveau du SMIC. Vous avez fait un autre choix, celui de la prime d'activité. Soyez prudent, Monsieur le Premier ministre, que Bercy ne tente de défaire ce qui a été annoncé par le président. Avec ces choix, le compte n'y sera pas. Tous les travailleurs au SMIC ne toucheront pas les 100 € promis. En outre, nous regrettons profondément que vous n'ayez pas réindexé les retraites sur le coût de la vie comme on le demandait. Nous vous proposons la tenue d'une conférence annuelle des salaires, ainsi qu'un débat chaque année au Parlement sur l'état de la France, afin de poser un regard sans complaisance sur la situation de notre pays. Nous avons pris acte de la volonté d'Emmanuel Macron d'organiser un large débat porté par les maires dans notre territoire. Je dois vous le dire avec franchise, le groupe Liberté et Territoires sera prudent, un peu interrogatif sur la méthode, mais nous accompagnerons cette démarche si elle est équilibrée. Comment votre majorité, Monsieur le Premier ministre, qui regarde avec dédain l'ancien monde, celui des élus enracinés dans leur territoire, pourrait tout d'un coup s'appuyer sur eux pour transformer profondément la France? Comment pourrait-elle, alors que sa politique a nourri la défiance des élus locaux depuis tant de mois? Pourtant, et vous le savez, il s'agit du seul levier pour transformer ce pays, comme s'était d'ailleurs engagé Emmanuel Macron. Et la croissance de demain, elle se fera dans les territoires. Les solidarités de demain s'inventeront dans les territoires et ils doivent être soutenus pour donner la pleine mesure de leur potentiel. Les Français y vivent, ils s'y identifient. Il s'agit de la clé de l'avenir du pays. Il s'agit d'une première réponse à la recherche d'identité auquel ce pays est confronté. Monsieur le Premier ministre, je vous le dis solennellement, vous n'aurez pas, et nous n'aurons pas, de nouvelles occasions pour réformer le pays. Il est par conséquent crucial que ce débat vital ne soit pas un faux fuyant. Il doit déboucher pour plus de liberté pour les territoires, pour parvenir à des solutions concrètes pour améliorer le quotidien des Français. Vous parlez de sauver la planète. Je le dis devant François de Rugy, mais il faut 8 ans pour faire une ferme photovoltaïque, 7 ans pour une unité de méthanisation. On parle de plus de services publics d'éducation, 7 ans pour la rénovation d'une ligne ferroviaire, 10 ans pour 3 km d'autoroute, 6 ans pour construire un lycée. C'est ça la France d'aujourd'hui. Vous parlez d'emploi, de formation professionnelle, mais que dire des contrats de plan État-région dont les taux d'exécution et les crédits de paiement n'ont jamais été aussi faibles? Vous parlez de logement et de mobilité, mais que dire des fameux SCOT, les schémas de cohérence d'organisation territoriale, qu'il faut 4 ans pour mettre en place? Pour que ce débat soit utile, annoncez aujourd'hui que vous allez faire un choc de décentralisation, annoncer un moratoire de 12 mois sur la fermeture de nos services publics, de nos maternités, de nos trésoreries, de nos tribunaux, annoncer que vous allez déconcentrer les services de l'État pour qu'ils réinvestissent les territoires les plus fragiles, annoncer que vous allez suspendre l'application du cortège des normes et des contraintes nouvelles qui entravent l'action au quotidien, annoncer enfin la suppression de tous ces schémas qui se sont empilés au fil du temps. On a besoin, Monsieur le Premier ministre, d'un État stratège. Force le régalien, et l'actualité douloureuse nous le rappelle. Nous avons besoin de territoires libres de créer, d'imaginer, d'agir, avec pour seul but l'efficacité au service des Français. Donner aux régions l'intégralité de la formation professionnelle, la gestion de l'emploi, de l'ADEME, des agences de l'eau, des aides économiques. Supprimer les bras armés de la technostructure tels que les ARS, les DRAC, les DREAL, les DIR, et mettez fin à la saignée des services de l'État dans le département. Il faut également confier aux départements la politique du handicap, toute la politique du handicap, du logement, des routes nationales et de la cohésion sociale, et déchargez-les de la gestion des mineurs non accompagnés et du RSA. Vous l'aurez compris, Monsieur le Premier ministre, il faut donner aux collectivités la capacité à s'adapter, le pouvoir d'expérimentation, le pouvoir réglementaire, car la situation n'est pas la même en Mayenne, en Alsace, en Corse, en Haute-Pyrénées, à Wallis ou à Futuna. Oui, osons, Monsieur le Premier ministre, la confiance et la liberté qui peuvent aller jusqu'à l'autonomie politique pour la Corse et comme cela pourrait profiter à de nombreux territoires. Permettez au Parlement
d'être la caisse de résonance des territoires. Confiez au Parlement, mes chers collègues, l'évaluation et le suivi de ce processus. Monsieur le Premier ministre, pour terminer, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à vous accompagner si vous faites ces choix. La colère et la désespérance sont venues des entrailles du pays. Ce sont aussi les entrailles du pays, les territoires, dont viendront les solutions pour un nouveau contrat démocratique et social et pour regarder l'avenir à nouveau avec confiance. Merci, Monsieur le Président Vigier.